Ce n'est qu'un raté, a chuchoté ma mère assez fort pour que la moitié des invités à ma remise de diplôme l'entendent, tout en gesticulant dans ma direction alors qu'elle discutait avec la femme du doyen. Imaginez, avec toutes les chances que je lui ai données, il a choisi d'être agent de sécurité. Un simple agent de sécurité. Je me tenais debout à côté de la table des canapés lors de la réception à l'université de Columbia, vêtu de mon seul costume correct, la regardant détruire ma réputation devant des gens que je connaissais à peine. L'ironie me brûlait plus que la honte. J'étais là, fraîchement diplômé en administration avec mention, réduit à un « raté » par la femme qui aurait dû être fière de moi. Je m'appelle Mike, j'ai 28 ans et je viens d'obtenir un MBA que j'ai entièrement financé moi-même après avoir servi dans l'armée pendant 4 ans. J'ai travaillé dans la sécurité pour payer mes études, mais ce que ma mère, Patricia Anderson, ne comprenait pas, c'est que mon poste chez Apex Security Solutions ne consistait pas exactement à garder l'entrée d'un centre commercial. Spécialiste de la protection des cadres et de l'analyse des menaces, je coordonnais la sécurité de PDG, de diplomates et d'événements de haut niveau. La semaine précédente, j'avais dirigé la sécurité d'une conférence internationale réunissant plus de 200 participants de haut rang. Mais pour elle, je n'étais que le fils qui avait gâché son intelligence. Patricia a toujours mesuré le succès à l'aune des normes de son élite sociale de Manhattan. En tant que directrice administrative d'un hôpital privé, elle évoluait parmi des médecins renommés et des administrateurs influents. Notre maison dans l'Upper East Side reflétait ses ambitions. Des meubles coûteux, des œuvres d'art sélectionnées avec soin, tout était calculé pour impressionner. Je n'ai jamais trouvé ma place dans cette équation. Mike aurait pu être n'importe quoi, a-t-elle poursuivi, s'adressant désormais au professeur Davison, mon ancien conseiller. Médecine, droit, finance. Mais il a préféré cette profession mineure. Le professeur Davison, qui connaissait mon parcours universitaire et militaire, se contenta d'acquiescer poliment, visiblement mal à l'aise. Il savait que j'avais rédigé ma thèse sur la gestion des crises d'entreprise, combinant expérience pratique et théorie académique d'une manière que peu de mes collègues avaient réussi à faire. La fête s'est poursuivie ainsi pendant 1 heure. Chaque présentation suivait le même scénario. Voici mon fils Mike, il travaille dans la sécurité, toujours avec ce ton qui transformait une profession respectable en motif de honte. Certains invités essayaient d'être gentils, me remerciant pour mon service à la communauté, mais je voyais la pitié dans leurs yeux. Lorsque je suis enfin arrivé à mon appartement dans le Queens ce soir-là, le fossé entre ma vie réelle et la perception que ma mère avait de moi n'avait jamais été aussi évident. Mon téléphone affichait 3 messages du travail concernant une nouvelle mission hautement prioritaire, 2 appels de collègues me félicitant pour l'obtention de mon diplôme et une notification concernant ma promotion en attente au poste de directeur régional. Tout cela n'avait aucune importance pour elle. Dans l'esprit de Patricia Anderson, son fils était un raté qui avait choisi une carrière réservée aux personnes sans ambition. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa définition étroite du succès était sur le point d'être remise en question de manière spectaculaire. Et lorsque cela arriverait, ce serait devant un public bien plus large que les invités de cette cérémonie de remise des diplômes. Si vous suivez cette histoire de dépassement de soi et que vous voulez découvrir comment une mère peut se tromper complètement sur son propre fils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car la semaine suivante allait me mettre dans une situation où être juste un agent de sécurité allait faire la différence entre la vie et la mort pour des dizaines de personnes. Et lorsque les caméras de télévision commenceraient à tourner, tout le monde découvrirait qui était vraiment Mike Anderson. Ma relation avec ma mère s'était progressivement détériorée depuis que j'avais quitté l'armée et rejoint Apex Security. Pour Patricia, ma décision de servir pendant 4 ans avait été une phase rebelle qui m'avait fait perdre un temps précieux. Lorsque je suis revenu déterminé à faire carrière dans la sécurité, elle l'a considéré comme une trahison personnelle. Avec ton QI et tes relations familiales, répétait-elle lors de nos dîners mensuels obligatoires, tu pourrais gagner 300 000 $ par an à Wall Street. Au lieu de cela, tu as choisi de jouer au policier privé. Patricia Anderson a construit son identité sociale en tant que mère d'un futur leader. Pendant mon enfance, elle organisait des dîners où j'étais exhibé comme un trophée intellectuel, récitant des poèmes en français ou discutant de théorie économique à l'âge de 12 ans. Ses amis soupiraient d'admiration. Quelle chance d'avoir un fils aussi brillant, Patricia. Quand j'ai choisi l'armée plutôt que la faculté de droit de Harvard, elle a cessé de mentionner mon existence lors des réunions mondaines pendant 2 ans. Littéralement. Je l'ai découvert par hasard lorsque j'ai rencontré le docteur Morrison, cardiologue à l'hôpital où elle travaillait. Patricia ne nous a jamais dit que vous étiez revenu de l'armée, m'a-t-elle dit, perplexe. Pendant des années, chaque fois que nous lui posions des questions à votre sujet, elle changeait de sujet ou disait que vous étiez en train de trouver votre voie. C'était la stratégie de Patricia, effacer mon existence jusqu'à ce que je m'intègre dans son récit de réussite.
Lorsqu'elle a finalement accepté que je ne renoncerais pas à la sécurité, elle a changé de tactique. J'existais à nouveau, mais comme exemple de potentiel gâché. Ce qui me frustrait le plus, c'était son ignorance délibérée de ma vie professionnelle. La semaine précédant la remise des diplômes, j'avais coordonné la sécurité pour la visite d'un ministre allemand. 3 jours de planification minutieuse, de coordination avec les agences fédérales, d'analyse des itinéraires et des protocoles diplomatiques. L'événement s'était déroulé à la perfection, sans incident. Lorsque j'ai mentionné cela lors de notre dernier dîner, elle a poussé un soupir dramatique. « Mike, tu peux embellir autant que tu veux, mais au final, tu es toujours payé pour rester debout à surveiller une porte. » Ce n'est pas de la surveillance, maman. C'est de la protection exécutive et de l'analyse. C'est la même chose, m'a-t-elle interrompu en coupant un morceau de saumon avec une précision chirurgicale. Tu restes près de personnes importantes parce que tu n'as pas réussi à devenir assez important pour avoir ta propre sécurité. Cette logique tordue résumait notre dynamique. Dans l'esprit de Patricia, le succès signifiait d'être protégé, pas protégé. Diriger, pas servir. Diriger, pas exécuter. Pendant la réception de remise des diplômes, je l'ai observé répéter ce discours à chaque personne qu'elle rencontrait. Le professeur Davison a tenté de défendre mon travail en mentionnant ma thèse sur la gestion de crise, mais elle a rapidement détourné la conversation. « Oh, Mike a toujours été intelligent », a-t-elle dit, comme si l'intelligence était une sorte de défaut génétique. Le problème, c'est qu'il utilise son intelligence à mauvais escient. Imaginez, coordonner la sécurité alors qu'il pourrait coordonner des fusions d'entreprises. Le docteur Martinez, qui enseignait la stratégie d'entreprise, semblait sincèrement intéressé par mon expérience pratique. La sécurité exécutive doit offrir des perspectives uniques sur le comportement humain sous pression, a-t-il commenté. Avant que je puisse répondre, Patricia a ri artificiellement. Mike, ne transforme pas ton travail en quelque chose qu'il n'est pas. Le docteur Martinez dirige des départements entiers. Toi, eh bien, tu es engagé pour être présent. L'humiliation m'a brûlé plus que la colère. D'autant plus que le docteur Martinez a immédiatement perdu tout intérêt, clairement mal à l'aise avec la dynamique familiale dont il avait été témoin. Plus tard, j'ai entendu Patricia expliquer à la femme du doyen. C'est douloureux de voir un fils aussi capable choisir la médiocrité. Il aurait pu être neurochirurgien comme le fils de Margaret, ou associé dans un cabinet d'avocats comme le fils des Thompson. Mais il a préféré cette fonction de soutien. Fonction de soutien. Comme si protéger des vies humaines avait moins de valeur que protéger des portefeuilles d'investissement. Ce que Patricia ne comprenait pas, c'est que mon travail exigeait exactement les compétences qu'elle valorisait. Analyse stratégique, prise de décision sous pression, leadership dans des situations critiques. La différence était que j'utilisais ces compétences pour sauver des vies plutôt que pour maximiser les profits. Chez Apex, je n'étais pas juste un garde. J'étais responsable des évaluations des menaces qui déterminaient les protocoles de sécurité des PDG de multinationales. Je rédigeais des rapports de renseignement qui influençaient des décisions commerciales de plusieurs millions de dollars. Je dirigeais des équipes lors d'événements où une seule erreur pouvait entraîner une tragédie internationale. Mais pour ma mère, j'étais le fils qui avait choisi de servir plutôt que d'être servi. En rentrant dans le Queens ce soir-là, j'ai repensé au nombre de fois où j'avais essayé de lui expliquer mon vrai travail. Les conversations se terminaient toujours de la même manière. Elle m'écoutait poliment, puis changeait de sujet pour discuter des promotions des enfants de ses amis. Mon téléphone a sonné alors que je m'arrêtais à un feu rouge. C'était James Wong, mon supérieur chez Apex. « Mike, désolé de t'appeler si tard, mais nous avons un problème pour lundi. Événement très médiatisé, multiples menaces potentielles. Nous avons besoin de notre meilleur analyste pour diriger l'équipe. » « Quel genre d'événement ?» ai-je demandé, en organisant déjà mentalement les protocoles. Une conférence internationale sur la technologie. 200 cadres, dont certains PDG qui ont récemment reçu des menaces. Le FBI est impliqué. Exactement le genre de mission que Patricia aurait qualifié de « rester debout à surveiller la porte ». Lorsque j'ai raccroché, un sentiment étrange m'a envahi. Le timing de cet appel, juste après l'humiliation subie lors de la remise des diplômes, semblait presque cinématographique. Je ne savais pas encore que ce lundi allait changer non seulement ma carrière, mais aussi complètement la perception que ma mère avait de son fils. Le lundi est arrivé, accompagné d'un appel inattendu de ma tante Rebecca, la sœur cadette de ma mère. « Mike, je dois te dire quelque chose », m'a-t-elle dit d'une voix tendue au téléphone. Patricia a organisé un déjeuner hier avec son cercle d'amis de l'hôpital. Eh bien, elle a parlé de toi. J'étais dans le bureau d'Apex,
en train de revoir les protocoles de sécurité pour la conférence sur les technologies, lorsque l'appel m'a interrompu dans ma concentration. Qu'a-t-elle dit exactement, tante Rebecca? Elle a dit à toutes ses amies que tu avais obtenu ton diplôme, mais... Rebecca hésita. Mike, elle a dit que tu avais gâché 4 ans dans l'armée et que tu travaillais maintenant comme agent de sécurité dans un centre commercial. Elle a dit que c'était embarrassant d'avoir à expliquer pourquoi son fils avait choisi un métier aussi banal. Je serrai involontairement le téléphone dans ma main. Agent de sécurité dans un centre commercial? Elle t'a imité debout à côté d'une porte, faisant semblant de vérifier des cartes d'identité, continua Rebecca, visiblement gênée. Les femmes ont ri, Mike. Elles se sont moquées de ta carrière militaire et de ton travail actuel. Patricia a dit que tu aurais pu être quelqu'un d'important, mais que tu avais choisi d'être juste un employé en uniforme. Employé en uniforme. Comme si coordonner la sécurité de diplomates internationaux équivalait à vérifier des cartes d'identité à l'entrée d'un centre commercial. Il y a plus, a dit Rebecca en prenant une profonde inspiration. Elle a montré des photos de toi à la remise des diplômes pour prouver à quel point tu te sembles ordinaire maintenant, en les comparant à des photos de toi adolescent. Elle a dit que tu avais perdu tout ce potentiel intellectuel. L'humiliation était plus douloureuse que la colère. Non seulement elle avait dénigré ma carrière devant des inconnus lors de la remise des diplômes, mais elle organisait maintenant des déjeuners spécialement pour répandre cette histoire à tout son cercle social. Le docteur Matthews était là, a ajouté Rebecca à voix basse. Elle a mentionné que son fils venait d'être accepté en résidence de cardiologie à Johns Hopkins. Patricia s'est servie de cela pour contraster avec ton choix de carrière décevant. J'ai raccroché en ressentant quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Non seulement de la frustration face à l'ignorance de ma mère, mais aussi une véritable humiliation d'être utilisé comme exemple négatif dans des cercles sociaux où des personnes importantes nouaient des relations et se forgeaient une réputation. James Wong est arrivé à mon poste de travail 20 minutes plus tard. Mike, ça va? Tu as l'air distrait. Problèmes familiaux, ai-je répondu brièvement, en essayant de me concentrer sur les rapports de menaces éparpillés sur mon bureau. Eh bien, ça te changera peut-être les idées, a-t-il dit en tirant une chaise. La conférence d'aujourd'hui est plus importante que prévu. 250 cadres, dont le PDG de Technova Industries, qui a reçu des menaces de mort spécifiques la semaine dernière. Le FBI veut un briefing complet sur notre évaluation. Technova Industries, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, dont le PDG faisait régulièrement la couverture des magazines économiques. Exactement le type de client qui nécessitait des années de formation spécialisée et une expertise en analyse comportementale pour être correctement protégé. Combien d'agents fédéraux seront impliqués? Demandai-je, mon esprit organisant automatiquement les protocoles. 6, plus notre équipe de 12. Vous dirigerez la coordination entre les agences, répondit James. L'événement aura lieu au Grand Metropolitan Hotel. 3 étages, plusieurs points d'entrée, des complications logistiques importantes. Le Grand Metropolitan Hotel. Le même endroit où ma mère organisait souvent des événements caritatifs pour l'hôpital. Où elle se vantait d'avoir des relations importantes et un accès privilégié aux cercles élitistes de la ville. Une idée commença à germer dans mon esprit. James, qui d'autre sera présent à part les dirigeants du secteur technologique? Des investisseurs, quelques journalistes économiques, des représentants du gouvernement. Pourquoi? Je vérifie juste les profils de risque, mentis-je en partie. À quelle heure ça commence? À 11 heures. Briefing à 9 heures. 2 heures pour finaliser mes plans. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Patricia. Maman, je sais que tu es occupée, mais j'aimerais déjeuner aujourd'hui si possible. J'ai quelque chose d'important à discuter concernant ma carrière. Sa réponse est arrivée rapidement. Enfin. J'espère que c'est pour envisager des alternatives plus appropriées. Je peux à 12h30 au Le Bernardin. Je réserverai une table. Le Bernardin, l'un des restaurants les plus chers et les plus exclusifs de la ville, fréquenté par l'élite qu'elle admirait tant. Parfait. Au cours des 2 heures qui ont suivi, j'ai coordonné les protocoles de sécurité les plus complexes de ma carrière. 3 fouilles complètes de l'hôtel, positionnement stratégique des agents fédéraux, analyse des itinéraires d'évacuation et coordination des communications entre plusieurs agences. Le genre d'opération qui exigeait précisément l'expérience militaire et la formation spécialisée que ma mère considérait comme gaspillée. À 10h45, j'ai reçu la confirmation que tous les systèmes étaient opérationnels. Le PDG de Technova était arrivé à bon port, sans incident. Plusieurs menaces potentielles avaient été identifiées et neutralisées grâce à notre analyse préalable. Travail impeccable, Mike,
a commenté l'agent Sullivan du FBI. Je vois rarement une coordination aussi efficace entre les agences. Avez-vous une expérience militaire? 4 ans dans l'armée, spécialisé dans l'analyse des menaces et la protection des cibles de grande valeur, ai-je répondu. Ça se voit. Votre évaluation des risques nous a fait gagner au moins 2 heures de préparation. À 11h15, mon téléphone a sonné. C'était Patricia. Mike, je dois annuler le déjeuner. Quelque chose d'important est arrivé. En fait, maman, je suis au Grand Métropolitain en ce moment. Pour le travail. Tu peux passer rapidement? Je te promets que ça ne prendra pas longtemps. Silence à l'autre bout du fil. Tu travailles au Grand Métropolitain. Oui. Conférence internationale sur les technologies. Je coordonne la sécurité pour 250 cadres, dont certains PDG que tu reconnaîtrais probablement dans les magazines. Encore le silence. Quel genre de coordination? Analyse des menaces, protection des cadres, opération conjointe avec le FBI. La routine. Le FBI. Sa voix monta d'un octave. Oui, nous avons reçu des menaces spécifiques contre certains participants. Je dirige la coordination entre les agences. Pour la première fois depuis des années, Patricia resta véritablement sans voix. Maman, tu es toujours là. Oui. Mike, tu es en train de me dire que tu es responsable de la sécurité de grands PDG? Entre autres choses, oui. C'est littéralement mon travail. Mais tu m'as dit que tu travaillais dans la sécurité. Je pensais. Tu pensais que je vérifiais les sacs à l'entrée des centres commerciaux, ai-je ajouté. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je faisais vraiment. Le silence s'est prolongé pendant près de 30 secondes. Je peux voir où tu travailles. Bien sûr. Mais tu devras d'abord passer un contrôle de sécurité. En attendant l'arrivée de ma mère, un étrange sentiment de calme m'envahit. Pendant des années, j'avais essayé de lui expliquer ma carrière avec des mots. Aujourd'hui, elle allait le découvrir par mes actions. Et lorsque Patricia Henderson découvrirait que son « fils raté » protégeait littéralement les personnes qu'elle admirait dans les journaux, sa définition étroite du succès serait mise à rude épreuve pour la première fois. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce ne serait que la première surprise parmi tant d'autres que cette journée lui réservait. Patricia est arrivée au Grand Métropolitain 30 minutes plus tard, visiblement nerveuse et essayant de garder son sang-froid habituel. Je l'ai vue à travers les caméras de sécurité alors qu'elle s'approchait de la réception, ajustant ses cheveux et vérifiant son apparence dans le reflet des portes vitrées. Malgré tout, il était impossible de dissimuler l'anxiété qui transparaissait dans ses mouvements. Madame Henderson. Un agent de sécurité de l'hôtel s'approcha d'elle dans le hall. Je suis l'agent Martinez. Votre fils a demandé que nous vous escortions jusqu'à la salle des opérations. Je vis à son expression que le mot « opération » l'a pris au dépourvu. Pendant des années, elle avait imaginé mon travail comme quelque chose de basique et de manuel. L'idée que je puisse avoir une salle des opérations dans un hôtel 5 étoiles ne cadrait clairement pas avec son récit. L'ascenseur monta jusqu'au 15e étage, où notre centre de commandement avait été installé. De multiples écrans affichaient les images des caméras de sécurité, des plans du bâtiment avec des points de contrôle marqués et des listes de participants mises à jour en temps réel. 6 agents fédéraux travaillaient en collaboration avec notre équipe, tous concentrés sur leurs responsabilités respectives. Mike. La voix de Patricia résonna faiblement lorsqu'elle entra dans la pièce. Maman, dis-je sans quitter les écrans des yeux. Agent Sullivan, voici ma mère, Patricia Henderson. Maman, voici l'agent Sullivan du FBI. L'agent se retourna et tendit la main de manière professionnelle. Enchanté, Madame Henderson. Votre fils coordonne l'une des opérations de sécurité les plus complexes que j'ai jamais vues. Son expérience militaire et son analyse des menaces nous ont fait gagner des heures de préparation. Patricia accepta la poignée de main, mais resta silencieuse, absorbant l'atmosphère qui l'entourait. Des ordinateurs, du matériel de communication, des agents fédéraux traitant son fils comme une autorité dans la pièce. Mike dirige notre coordination interagence, poursuivit Sullivan. Nous avons identifié 3 menaces potentielles contre des participants avant même le début de la conférence. Votre protocole de balayage préventif est impressionnant. Protocole de balayage, répéta-t-elle faiblement. Une analyse comportementale combinée à des renseignements provenant de sources ouvertes, expliquai-je, tout en continuant à surveiller les écrans. Nous identifions les schémas menaçants à partir de multiples sources de données, puis nous mettons en place des contre-mesures spécifiques à chaque niveau de risque. James Wong s'approcha à ce moment-là, portant une tablette contenant des mises à jour. Mike,
Nous avons reçu la confirmation du département d'État. Le PDG de Technova a vu son niveau de menace relevé à rouge. Nous avons intercepté des communications suggérant une tentative d'approche pendant la pause déjeuner. Mettez en œuvre le protocole Charlie, répondis-je immédiatement. Repositionnez les équipes 3 et 4 dans les couloirs adjacents au hall principal. Communiquez le changement d'itinéraire au chef. Compris, confirma James, qui transmettait déjà les instructions par radio. Patricia observait tout cela avec une expression de plus en plus perplexe. Pendant 15 minutes, elle m'avait vu coordonner les mouvements des agents fédéraux, prendre des décisions qui affectaient la sécurité de centaines de personnes et être traitée comme un expert par des professionnels qu'elle respectait manifestement. Mike, parvint-elle enfin à dire lorsqu'il y eut une pause dans l'activité. Je ne savais pas que votre travail était complexe, stratégique, important, complétai-je en me tournant enfin vers elle pour la regarder directement. Elle rougit. Je pensais que vous restiez simplement immobile lors d'événements. Rester immobile est exactement ce que nous ne faisons pas, a déclaré l'agent Sullivan, qui avait entendu notre conversation. La sécurité des cadres supérieurs exige une anticipation constante, l'analyse de multiples variables, la coordination avec les agences fédérales. Il est littéralement impossible de faire ce travail sans une formation militaire avancée et des années d'expérience spécialisée. Mon téléphone a sonné à ce moment-là. C'était Rebecca, encore. Mike, ta mère a appelé pour annuler le déjeuner que vous aviez prévu. Elle a dit qu'elle était en train de vérifier quelque chose pour ton travail. Que se passe-t-il? Elle se rend compte qu'elle a peut-être sous-estimé ma carrière. Ai-je répondu en observant Patricia discuter nerveusement avec l'un des techniciens en communication. Enfin, j'espère que cela lui ouvrira les yeux. Nous y travaillons encore, ai-je dit, mais oui, c'est très instructif. J'ai raccroché et me suis concentré sur la prochaine étape de mon plan. Ce que Patricia ne savait pas, c'est que la conférence d'aujourd'hui n'était qu'un échauffement. En fait, j'avais accepté une mission encore plus importante pour la semaine suivante. Coordonner la sécurité d'un sommet international qui serait retransmis en direct à la télévision nationale. Si elle voulait voir son fils raté en action, je m'assurerais qu'elle ait la meilleure vue possible. Maman, ai-je dit pour attirer son attention. Il y a quelque chose que je dois te dire. Elle s'est approchée, encore sous le choc de tout ce qu'elle venait de voir. La semaine prochaine, je serai responsable de la sécurité du sommet sur l'innovation technologique au centre des congrès. 200 dirigeants mondiaux, retransmission en direct dans 60 pays, couverture par toutes les grandes chaînes d'information. Tu vas passer à la télévision? Pas exactement. Je coordonnerai les opérations en coulisses. Mais oui, c'est le genre d'événement qui passe aux informations nationales. Son expression changea progressivement, comme si elle en mesurait les implications. Et tu es responsable? Coordinateur principal de la sécurité, travaillant directement avec les services secrets et les agences internationales. Le genre de mission que seuls les meilleurs experts du pays se voient confier. Patricia s'assit sur une chaise à proximité, visiblement bouleversée. Mike, je dois te présenter mes excuses. Pourquoi? Pour tout. Pour ne pas comprendre ton travail. Pour t'avoir rabaissé devant les autres. Elle hésita. Pour avoir dit à mes amis que tu n'étais qu'un simple agent de sécurité. Un simple agent de sécurité. Les mots que Rebecca avait prononcés ce matin. À combien de personnes as-tu dit ça, maman? Elle sembla se recroqueviller. À quelques-unes. Hier, pendant le déjeuner, j'en ai parlé à plusieurs collègues de l'hôpital. Et qu'as-tu dit exactement? Que tu avais gâché tes études en choisissant un métier de classe ouvrière. Les mots sortirent comme une confession. Que j'avais honte d'avoir à expliquer pourquoi mon fils brillant avait choisi un travail aussi ordinaire. Voilà. L'humiliation totale enfin exprimée. Je comprends, ai-je dit calmement. Et ses collègues ont-elles aussi des enfants? Oui, pourquoi? Certains d'entre eux travaillent dans des domaines que vous considérez comme prestigieux. Eh bien, oui. Le fils du docteur Morrison est neurochirurgien. Le fils de l'infirmière en chef est associé dans un cabinet d'avocats. Et tu as utilisé ma carrière pour la comparer à leur réussite. Un silence gêné confirma mes soupçons. Maman, je veux que tu saches quelque chose. La semaine prochaine, lorsque le sommet sera diffusé à la télévision nationale, mon nom apparaîtra au générique en tant que coordinateur principal de la sécurité. Les journalistes mentionneront probablement notre équipe dans leur reportage. Ses yeux s'écarquillèrent. Ton nom va passer à la télévision? C'est possible. Et quand cela arrivera,
tes amis de l'hôpital découvriront exactement ce que fait ton fils raté dans la vie. La réalité la frappa comme un coup de massue. Si vous suivez ce parcours vers la reconnaissance et que vous voulez voir comment une perception erronée peut être corrigée de manière spectaculaire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Mike, dit-elle faiblement, que puis-je faire pour réparer cela? Honnêtement, rien. Les mots ont été prononcés. Vos amis se sont déjà fait une opinion sur ma carrière en se basant sur ce que vous leur avez dit. Mais si j'explique que j'avais tort, cela ne ferait que confirmer que vous avez parlé de moi sans connaître réellement ce que je fais. Que vous avez humilié votre propre fils en public en vous basant sur une ignorance délibérée. Patricia se couvrit le visage de ses mains. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, James s'approcha avec une expression grave. Mike, nous avons un problème. Nous avons intercepté des conversations concernant une possible menace contre l'événement de la semaine prochaine. Le FBI veut vous voir pour un briefing d'urgence dans 2 heures. Quel genre de menace? Un groupe terroriste national. Apparemment, ils ont choisi le sommet comme cible symbolique. Vous êtes le seul coordinateur ayant l'autorisation nécessaire pour accéder aux informations classifiées. L'ironie était presque comique. Alors que ma mère comprenait enfin l'importance de mon travail, j'étais sur le point d'affronter la mission la plus dangereuse et la plus médiatisée de ma carrière. Maman, dis-je en me préparant à partir, je te suggère de repenser tes conversations avec tes amis. Parce que si la semaine prochaine se passe comme je le prévois, tout le monde dans le pays saura exactement qui est Mike Henderson. Et tandis qu'elle restait assise dans le centre de commandement, entourée d'agents fédéraux et d'équipements de pointe, je savais que sa définition étroite du succès était sur le point d'être mise à l'épreuve de la manière la plus publique qui soit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la semaine suivante allait non seulement mettre mon travail sous les feux de la rampe nationale, mais aussi révéler à quel point ma profession était dangereuse et essentielle. Le sommet sur l'innovation technologique a commencé à 9 heures précises le mardi matin. 230 dirigeants mondiaux, PDG de multinationales et représentants gouvernementaux se sont réunis au centre des congrès pour 3 jours de discussion qui allaient façonner l'avenir de la technologie mondiale. 17 chaînes de télévision retransmettaient l'événement en direct dans 62 pays. Je coordonnais tout depuis le centre de commande au 23e étage, entouré d'agents des services secrets, du FBI et de mon équipe d'Apex. Des dizaines d'écrans affichaient les images des caméras, les cartes thermiques du bâtiment et les analyses du trafic des communications en temps réel. Situation du périmètre nord, demandai-je dans le micro, coordonnant simultanément 6 équipes différentes. Périmètre nord sécurisé. 2 suspects identifiés et neutralisés lors du contrôle de routine, répondit l'agent Torres. Il était 10h15 lorsque la première anomalie est apparue sur nos systèmes. Un modèle de communication qui ne correspondait pas au trafic normal de l'événement. Des fréquences spécifiques étaient utilisées dans des séquences qui suggéraient une coordination. James, ai-je appelé mon superviseur, nous détectons des communications suspectes sur le canal 16. Le modèle suggère que plusieurs opérateurs se déplacent vers des positions. Il s'est approché, observant les données à l'écran. Combien? Au moins 6, peut-être 8. Équipement militaire standard, communication cryptée. C'était exactement le scénario que nous avions redouté lors des briefings de sécurité. Le groupe terroriste national avait choisi le sommet comme cible symbolique, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il parvienne à pénétrer notre périmètre de sécurité. À 10h43, tout a basculé. Commandement, nous avons confirmation d'un mouvement hostile dans le parking souterrain, a déclaré l'agent Sullivan d'une voix tendue et urgente à la radio. Plusieurs individus armés, présence d'explosifs confirmée. Ma formation militaire a immédiatement pris le dessus. Mettez en place le protocole d'urgence alpha. Toutes les équipes en position de contingence. Commencez l'évacuation contrôlée du rez-de-chaussée. Mike, murmura James, il y a 230 personnes dans l'auditorium principal. Si nous tentons une évacuation massive, cela pourrait provoquer une panique et donner l'avantage aux assaillants. Complétez-je. Nous devons neutraliser la menace avant qu'il n'atteigne les étages supérieurs. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Patricia. Mike, je regarde le sommet à la télévision à l'hôpital avec quelques collègues. Elles sont impressionnées que tu sois impliqué. L'une d'elles a dit que ton nom apparaissait dans le générique en tant que coordinateur principal. Maman, ce n'est pas le bon moment, répondis-je en regardant les images de vidéosurveillance qui montraient des hommes armés montant les escaliers de secours. Mais Mike, le docteur Morrison veut savoir si tu peux. Maman, l'interrompis-je, plus fermement que je ne l'aurais voulu. Pas maintenant. Il y a une situation d'urgence. Quel genre d'urgence? Avant qu'elle puisse répondre,
des explosions ont retenti dans les étages inférieurs du bâtiment. Les lumières ont clignoté et les alarmes d'urgence se sont mises à retentir. Dans l'auditorium principal, la panique s'est emparée des participants au sommet. À toutes les unités, ai-je dit dans la radio, ma voix couvrant le vacarme. Nous avons une infiltration ennemie confirmée. Mettez en place le protocole de confinement. Équipe 3 et 4, interceptez-les au 12e étage. Équipe 5 et 6, sécurisez les voies d'évacuation VIP. Mike. La voix de Patricia était faible au bout du fil. Que se passe-t-il? Des terroristes ont attaqué l'événement, répondis-je sans détour, n'ayant pas le temps de faire dans la diplomatie. Je coordonne la réponse. Silence absolu à l'autre bout de la ligne. Au cours des 15 minutes qui suivirent, je coordonnai l'opération antiterroriste la plus complexe de ma carrière. Grâce au système de communication, je dirigeais 12 équipes différentes tout en analysant les mouvements hostiles en temps réel. Équipe Alpha, ils utilisent les conduits d'aération pour contourner nos points de contrôle. Repositionnez-vous dans le couloir et niveau 15. Commandement, nous avons 2 otages au 18e étage, a rapporté l'agent Martinez. Équipe Bravo, vous avez une vue dégagée. Affirmatif. En attente d'ordre d'intervention. Autorisé. Neutraliser la menace, priorité à la sécurité des otages. Les caméras de télévision continuaient de diffuser, mais elles montraient désormais notre centre de commandement en pleine action. La chaîne principale avait décidé de couvrir l'urgence en direct, et mon visage apparaissait régulièrement à l'écran, coordonnant la réponse. À l'hôpital où Patricia assistait ses collègues, le volume de la télévision avait été augmenté. Le sous-titre à l'écran disait « Le coordinateur DE la sécurité Mike Anderson dirige la réponse antiterroriste en temps réel. » « Patricia, » murmura le docteur Morrison, « votre fils est à la télévision en train de coordonner une opération antiterroriste. C'est le même Mike qui travaille comme agent de sécurité dans un centre commercial ?» demanda l'infirmière en chef, perplexe. Patricia était incapable de répondre, observant son fils raté diriger une opération militaire à la télévision nationale. À 11h22, j'ai localisé le chef du groupe terroriste grâce à l'analyse des communications. À toutes les équipes, cible principale identifiée. 20e étage, salle de conférence B. Il a une vue directe sur l'auditorium principal. Commandement, il est armé d'un fusil de précision, a rapporté l'agent Torres. Il peut atteindre n'importe qui sur la scène principale. C'était ma décision la plus critique. Envoyer des équipes directement entraînerait un affrontement armé avec un risque élevé de perte. Mais le laisser rester en position signifiait une menace constante pour les dirigeants mondiaux dans l'auditorium. Équipe Charlie, pouvez-vous accéder par la fenêtre extérieure? Négatif, trop de vent pour un rappel en toute sécurité. Alors utilisons le système de ventilation, ai-je décidé. Équipe Delta, suivez mes instructions pour une approche silencieuse. Pendant 12 minutes, j'ai dirigé une infiltration à travers les conduits de ventilation qui a abouti à la neutralisation du tireur principal sans coup de feu. Simultanément, les autres équipes ont neutralisé les autres assaillants grâce à une coordination précise basée sur mon analyse en temps réel. Toutes les menaces ont été neutralisées, ai-je annoncé via le système de communication. Le bâtiment est sécurisé. Annulez les protocoles d'urgence. La salle principale a explosé d'applaudissements lorsque l'annonce a été diffusée. 230 dirigeants mondiaux avaient été protégés par une opération que de nombreux experts militaires qualifieraient plus tard de « parfaite ». Les caméras de télévision ont montré mon visage au moment où j'ai annoncé la neutralisation de la menace. Des légendes sont apparues, m'identifiant comme le coordinateur principal chargé de sauver des centaines de vies. À l'hôpital, Patricia est restée silencieuse tandis que ses collègues regardaient, incrédules. « Patricia, » dit lentement le docteur Morrison, « vous nous avez dit que votre fils était un simple agent de sécurité qui avait gâché ses études. Il travaillait dans un centre commercial, a ajouté l'infirmière en chef. Et que c'était embarrassant d'avoir à expliquer sa profession, a ajouté une troisième collègue. Patricia Henderson, qui avait passé des années à humilier son propre fils dans les cercles sociaux, voyait maintenant ce même fils sauver des vies humaines à la télévision nationale, félicité par des experts militaires et reconnu comme un héros par les dirigeants mondiaux. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était elle. « Mike », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « je viens de te voir sauver des centaines de personnes à la télévision. »« Oui, maman. C'est littéralement mon travail. » Alors que les chaînes de télévision commençaient à diffuser des analyses spécialisées sur l'opération, une chose était absolument claire. Le raté, que Patricia avait passé des années à rabaisser, venait de mener l'une des opérations antiterroristes les plus réussies de l'histoire moderne.
Et tout le monde l'avait vu. 3 heures après l'opération, j'étais à l'hôtel en train de donner des interviews collectives lorsque mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Rebecca. « Mike, tu dois savoir ce qui s'est passé à l'hôpital », m'a-t-elle dit d'une voix tendue, mais avec une intonation différente. Patricia est… Eh bien, elle est dans une situation embarrassante. Que veux-tu dire? Après que vous ayez terminé de parler, elle est restée assise dans le salon de l'hôpital avec ses collègues. Elle regardait toutes les informations sur toi. Puis le docteur Morrison lui a posé une question directe. Rebecca a pris une profonde inspiration avant de continuer. Elle a demandé « Patricia, n'est-ce pas vous qui avez dit hier au déjeuner que votre fils était un raté qui avait gâché sa vie en travaillant comme agent de sécurité dans un centre commercial ?» Le silence a été assourdissant, Mike. L'ironie ne lui échappa pas. Pendant des années, Patricia avait utilisé les réunions sociales pour dénigrer ma carrière. À présent, ces mêmes personnes la confrontaient à ses propres mots tout en regardant son « fils raté » être salué comme un héros à l'échelle nationale. Et qu'a-t-elle répondu? Rien. Littéralement rien. Elle est restée assise pendant que ses collègues regardaient reportage après reportage sur le coordinateur de sécurité Mike Henderson qui a sauvé des centaines de vies grâce à une opération antiterroriste impeccable. Au cours des semaines suivantes, l'histoire s'est répandue d'une manière que ni Patricia ni moi n'aurions pu prévoir. La couverture médiatique a été très importante. CNN, Fox News, NBC, toutes les grandes chaînes ont diffusé des reportages spéciaux sur l'opération. J'ai été invité à des émissions débat, j'ai reçu des distinctions de la part d'agences fédérales et ma promotion chez Apex s'est accompagnée d'une augmentation de salaire significative. Mais plus importante encore que la reconnaissance publique, il y a eu un changement fondamental dans ma relation avec ma mère. Patricia ne m'a pas appelé immédiatement après les événements. En fait, 2 semaines se sont écoulées avant que nous ayons un contact direct. Quand cela s'est enfin produit, c'était par le biais d'une lettre manuscrite, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mike, commençait la lettre, il n'y a pas de mots pour exprimer ma honte. Non seulement pour mon ignorance de ta carrière, mais aussi pour la cruauté systématique avec laquelle j'ai traité tes choix. Elle a décrit comment elle avait dû faire face aux questions embarrassantes de ses collègues de l'hôpital, qui voulaient toutes savoir pourquoi elle avait traité un héros national de raté. Comment expliquer qu'elle avait délibérément rabaissé quelqu'un dont les compétences étaient reconnues à l'échelle internationale? J'ai découvert que ma fierté aveugle m'avait empêché de voir non seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes, poursuivait la lettre. Un homme intègre qui consacre sa vie à protéger les autres. Un professionnel respecté qui coordonne des opérations qui sauvent des vies. Un fils que j'aurais dû soutenir au lieu d'humilier. La lettre révélait également comment elle avait été contrainte de faire face à ses propres insécurités. Pendant des années, Patricia avait mesuré le succès à l'aune des normes limitées de son cercle social, car il était plus facile de suivre des indicateurs externes que de développer une compréhension authentique de la valeur. J'ai réalisé que mon besoin de reconnaissance sociale m'avait aveuglé sur la réalité de mon propre fils. Je t'ai utilisé comme exemple négatif pour me sentir supérieur, alors qu'en réalité, tu construisais une vie bien plus riche que tout ce que j'avais accompli. 3 semaines après ces événements, Patricia m'a demandé de la rencontrer en personne. Nous avons choisi un café neutre dans le centre-ville, loin de l'hôpital où elle travaillait et du siège social d'Apex. Quand elle est arrivée, Patricia semblait différente. Moins rigide, plus vulnérable. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas habillée pour impressionner, mais simplement comme elle était. Mike, a-t-elle commencé avec hésitation, j'ai regardé chaque interview, lu chaque article sur l'opération. Et ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est pas seulement votre compétence technique, mais votre humilité et votre leadership sous pression. Je suis resté silencieux, la laissant continuer. J'ai passé des années à critiquer tes choix sur la base d'une ignorance totale. Je ne t'ai jamais demandé de détails sur ton travail, je n'ai jamais montré un intérêt sincère pour ta vie professionnelle. J'ai simplement décidé que, parce que tu ne suivais pas le chemin que j'avais prévu, tu étais un échec. Elle s'est interrompue, visiblement en proie à l'émotion. Lorsque vos collègues de l'hôpital m'ont confronté à propos de mes propos, j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'étais devenu exactement le genre de personne que j'avais toujours critiqué, quelqu'un qui juge sans connaître, qui rabaisse les autres pour se sentir importante. Maman, ai-je finalement dit, j'apprécie votre honnêteté. Mais un véritable changement nécessite plus que la reconnaissance des erreurs passées. Je sais. Et je veux commencer par te demander, peux-tu m'expliquer vraiment ce que tu fais dans ton travail? Pas pour t'excuser, mais parce que je veux sincèrement comprendre la vie que mon fils s'est construite. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter de ma carrière de manière plus approfondie que nous ne l'avions jamais fait auparavant. Je lui ai expliqué l'analyse des menaces, la coordination interagences, les protocoles de protection des cadres.
Patricia a posé des questions intelligentes, montrant un réel intérêt. Vous sauvez littéralement des vies, a-t-elle déclaré à la fin, et j'ai qualifié cela d'échec. Quel genre de mère fait cela? Une mère qui agissait par peur et avec des attentes limitées, ai-je répondu. Mais qui peut choisir de changer. Au cours des mois qui ont suivi, notre relation a connu une transformation progressive mais profonde. Patricia a commencé à mentionner mon travail avec une fierté sincère à ses collègues, corrigeant ainsi des années de discours négatifs. Lorsque j'ai reçu le prix du professionnel de la sécurité de l'année, elle était au premier rang, applaudissant les larmes aux yeux. Le changement le plus significatif a été son approche générale de la vie. Patricia a commencé une thérapie pour examiner ses propres insécurités et ses schémas de comportement. Elle a reconnu qu'elle avait utilisé la critique des autres comme un mécanisme pour éviter de se confronter à ses propres limites. J'ai découvert que mon besoin compulsif de mesurer le succès à l'aune de normes externes venait de la peur que ma propre vie n'ait pas suffisamment de sens, m'a-t-elle avoué lors d'un dîner 6 mois plus tard. Il était plus facile de dénigrer vos choix que de remettre en question les miens. 1 an après les événements du sommet, Patricia a organisé un dîner spécial. Elle a invité les mêmes collègues dont elle avait dénigré la carrière, cette fois pour une présentation formelle de mon travail actuel. Je voudrais vous présenter mon fils Mike, a-t-elle dit au groupe réuni, un expert en sécurité qui coordonne la protection de dirigeants mondiaux et des opérations antiterroristes qui sauvent des vies. Quelqu'un qui consacre sa carrière à protéger des personnes importantes, y compris des personnes comme vous. La différence de ton était frappante. Il n'y avait plus de gêne ni d'excuses, mais une fierté sincère et une réelle compréhension de la valeur de mon travail. Au cours de la présentation, j'ai expliqué des études de cas d'opération que j'avais coordonnées, des protocoles développés et des collaborations avec des agences fédérales. Les questions de ses collègues étaient respectueuses et intéressées, reconnaissant la complexité et l'importance de la profession qu'elle avait auparavant qualifiée de gaspillage de potentiel. Patricia, a commenté le docteur Morrison à la fin de la soirée, vous devez être incroyablement fier d'avoir élevé un fils aussi dévoué au service public. Je le suis, a répondu Patricia simplement. Et je regrette d'avoir mis autant de temps à le reconnaître. La leçon la plus profonde de cette expérience a été de comprendre à quel point nos propres insécurités peuvent nous aveugler sur les personnes qui nous sont les plus proches. Patricia a passé des années à projeter ses angoisses liées au statut social sur moi, incapable de voir la valeur réelle de ce que je construisais. Aujourd'hui, notre relation est fondée sur le respect mutuel et une compréhension sincère. Patricia accepte non seulement ma carrière, mais elle est devenue l'une de mes plus grandes défenseuses. Lorsque les gens lui posent des questions sur mon travail, elle répond avec des connaissances détaillées et une fierté évidente. Pour moi, la véritable victoire n'a pas été la reconnaissance nationale ou les récompenses professionnelles. Ce fut de voir ma mère grandir en tant que personne, affronter ses propres limites et développer une réelle capacité à voir la valeur au-delà des mesures superficielles du succès. Si vous avez déjà été confronté à des situations où des personnes proches ont sous-estimé votre valeur ou minimisé vos réalisations, sachez que la validation la plus importante vient du fait de vivre authentiquement vos valeurs. La reconnaissance extérieure est gratifiante, mais la véritable satisfaction vient du fait de savoir que vous faites une réelle différence dans le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur le dépassement de soi, la reconnaissance tardive et le pouvoir transformateur de rester fidèle à ses principes même lorsque les autres ne voient pas votre valeur. Et Patricia? La semaine dernière, elle m'a appelé pour me dire qu'une nouvelle employée de l'hôpital avait mentionné qu'elle avait précédemment travaillé dans la sécurité d'entreprise. Je lui ai parlé de vous, m'a dit Patricia avec fierté. Et je lui ai demandé si elle pouvait m'en apprendre davantage sur ce domaine. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, n'est-ce pas? Non, maman. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître que le véritable échec n'est pas de choisir une voie différente, mais de refuser de voir la valeur de ceux que nous aimons.